Bonjour Gilbert. Bonjour, bonjour. Comme le temps passe vite, encore une nouvelle émission. Oui, encore une nouvelle émission et un nouveau confinement. Eh oui, vous reprendrez bien encore un peu de couvre-feu, Gilbert. Et voilà. Alors écoutez, ça c'est vraiment la potion amère que l'herboriste Castex nous fait prendre de plus en plus fréquemment. Ou Panoramix. Ou Panorama, comme vous voulez. De confinement en confinement, on n'arrête pas d'être confiné. Alors, quand on écoute Stanislas Guerini, l'explication de ce couvre-feu, couvre-lit, c'est, dit-il, de contrer, je le cite, parce que là on peut pas citer de mémoire, il faut être historique, c'est de contrer. Non mais tenez-vous bien au comptoir, de contrer l'effet apéro. Il nous vend le confinement à partir de 18h, ça va peut-être être dans 15 jours à partir de 17h, puis à partir de 16h, puis à partir de 15h, pour contrer l'effet apéro. Non mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que, à partir de 18h, toutes les Français, toutes les Françaises vont boire un coup dans le bistrot du coin. Enfin, les bars sont fermés. D'abord les bars sont fermés, ensuite dans le monde rural, et ça c'est très triste, 90% des bars ont fermé. Le domicile de celui qui n'en a pas. Je veux dire qu'on nous fournit des explications complètement aberrantes. Alors maintenant on a l'effet apéro. Voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle on peut avoir quand même des doutes sur la pertinence, l'efficacité de cette clôture, de cette frontière horaire. Parce que ces messieurs qui ne veulent pas de frontières ont quand même des frontières horaires maintenant. À partir de 18h, on sort plus de chez soi. Bon. Alors, Guillaume Rosier, par exemple, le créateur du site Covid Tracker. Lui, il dit qu'il ne voit pas d'effet flagrant pour l'instant, que cette espèce de frontière horaire, d'enfermement à compter de 18h ne produit pas d'effet. Enfin, pour le moment, donc. Pour le moment, soyons précis, pour le moment. Et alors, quand on regroupe tous les départements mis en couvre-feu à 18h, à partir du 2 janvier, c'est ça. On remarque que les cas continuent d'augmenter, même si en proportion, le nombre de cas augmente un peu moins fortement qu'ailleurs en France. Mais l'observation quand même qui domine, c'est que ça n'a pas un effet radical, que le prix qu'on paye n'est pas en rapport avec le bénéfice sanitaire qu'on en retrouverait. Bon, allez, on va être bienveillant. On va attendre. Voilà, on va attendre. On va considérer qu'il est trop tôt pour juger, mais ce qui passe pas, c'est l'effet apéro. C'est ça. Voilà, ça vraiment, je trouve. Non mais, vous pensez, question comme ça qui vient à l'esprit. Vous pensez que ils réfléchissent avant de fabriquer des formules de ce type? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont rois des couacs. Oui, non mais ça. Alors là, si on arrivait à mettre en musique, c'est un peu paradoxal. Si on arrivait à mettre en musique tous les couacs, on ferait un philharmonique où on aurait Castex en chef d'orchestre des couacs, parce que on peut prendre toutes les mesures. Le confinement. Alors Castex, par exemple, il indique aux parlementaires qu'on ne peut pas exclure un troisième confinement. Je le trouve au demeurant fatigué, Castex, et je le plains parce que ça doit être très très dur. Alors pendant que lui déclare ça, le porte-parole du gouvernement sur Europe 1 déclare, l'air de rien, comme si tout allait bien, il n'y avait pas de confinement prévu. À ce stade. Alors, est-ce qu'il y a une communication entre les membres de ce gouvernement? Est-ce qu'ils se supportent? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils ne se détestent pas au point finalement de s'éviter, de ne pas se parler? Non, mais c'est des questions qu'on peut se poser, parce que quand on entend le chef du gouvernement dire une chose, et le porte-parole, c'est le porte-avions verbal, l'officiel du mot, dire le contraire, on est quand même en droit de se poser des questions. Alors, il y a un autre couac, c'est le couac
du site Internet. Contrairement à ce que Véran victorieusement avait annoncé, l'application de traçage numérique ne servira pas de plateforme de prise de rendez-vous pour se faire vacciner. Ah oui, on nous avait annoncé cela comme une mesure quasiment révolutionnaire, et puis Cédric O, secrétaire d'État au numérique, a indiqué que la piste était abandonnée. Alors encore une piste qu'ils abandonnent, ils font beaucoup, je trouve, de hors-piste, je trouve. Mais de toute façon, on ne peut que constater, c'est quand même dommage. Il y a aussi un autre couac, c'est le site santé.fr. Ouais. Le Ils ont site un problème avec le numérique. Alors là encore, on nous a annoncé, mais je suis sûr que les amis et les ennemis, ils sont les bienvenus, qui nous écoutent, n'arrivent plus à suivre tout ça, parce que il y a la multiplication des couacs. Ce site internet santé.fr, il est tombé malade. Le site santé.fr est tombé malade. Bon, et il n'a plus été accessible. Il est devenu inaccessible. Alors on a parlé d'un bug informatique, on a parlé il marche pas. Il ne marche pas. Le site n'est pas en panne, nous a-t-on dit. Il a été bloqué par le ministère de la Santé. Le temps de rentrer, nous a-t-on précisé, écoutez bien comme on est pris pour des cons, tous les centres de vaccination répertoriés. Il sera opérationnel demain matin. Ils sont nombreux. Voilà. Alors, est-ce qu'il a été opérationnel le lendemain matin? On va vérifier. Est-ce que le site fonctionne? Alors, donc, alors, le site santé.fr. Donc, je suis bien sur santé.fr et je lis: vous êtes nombreux à rechercher un centre de vaccination près de chez vous pour prendre rendez-vous. Compte tenu de l'importance de cette démarche, santé.fr privilégie actuellement la présentation de l'offre de vaccination contre la Covid-19 que vous trouverez ci-dessous classée par département. Vous pourrez revenir ultérieurement pour accéder à toute l'information proposée par santé.fr, notamment la cartographie des lieux de dépistage contre la Covid-19 et blablabla et blablabla. Oui, donc il faut revenir ultérieurement. Voilà. C'est ça, on se trompe pas, c'est incroyable. Voilà, c'est un gars parmi d'autres, parce que Castex joue au standardiste, donc il pourrait peut-être. Ah oui, j'ai vu. Non, mais vous me direz, Madame Macron va bien animer une émission de jeux télévisés, je crois. Oui, parce que c'est pour les pièges jaunes. Bon, non, mais c'est bien, alors ça c'est bien. C'est bien, mais ce brave Castex qui joue les standardistes, vous me direz, il y a une série là sur Netflix qui s'appelle Les Demoiselles du téléphone. Il pourrait faire partie du casting, notre ami Castex. Alors, ce qui est très drôle, bon, mais ça c'est comment pourrais-je dire, c'est du comique de situation, comme lui seul peut le faire. Il appelle quelqu'un, ou il prend quelqu'un au téléphone, je sais pas, et alors il dit on va commencer par votre maman. Quel est son nom, s'il vous plaît? Et puis il raccroche, et à ce moment-là, comme il ne s'est pas présenté lors de l'appel, il sourit de sa farce comme petit adolescent du temps d'autrefois, qui a fait une blague au téléphone, là. Alors là, il dit, je suis resté discret, vous comprenez, sinon, elle aurait peut-être annulé le rendez-vous. Mais non, cher Jean Castex, elle n'aurait pas annulé le rendez-vous, non, se faire vacciner par un Premier ministre. Moi, tout ce que je leur demande, qu'ils fassent les standardistes, qu'ils animent des jeux vidéo, qu'ils participent à toutes sortes d'émissions de télévision, voire même les plus connes, peu importe, on l'a tous fait, mea culpa, maxima culpa. C'est du latin, ça veut dire c'est ma faute. Bon, ça vous avez tous compris, évidemment. Bon. Je leur demande simplement de ne jamais faire les infirmiers. Voilà. Parce qu'ils sont tellement foldingues, comme ces 4 matins, on peut les voir arriver avec des seringues. Donc, oui, faites-les, vous pouvez tout faire, les standardistes, les animateurs de jeux, même Roselyne Bachelot peut à temps perdu retourner sur la chaîne de télévision qu'elle aimait bien, défendre le monde de la culture qui se meurt. Là, vraiment, on assiste à la disparition de notre environnement poétique, esthétique, culturel. C'est objectivement dramatique. Bon, ouais. Voilà, mais qui viennent pas
armés d'une seringue, ça serait vraiment trop dangereux. Bon. Ils ont le mérite de nous faire rire un peu, mais enfin, ceux qui rient moins, ce sont les médecins. Ils sont en colère. Là, il y a une vraie colère. Hein. Il y a une vraie colère des médecins. Alors là encore, il faut dire que c'est quand même pas nous qui parlons à la place des médecins. Ce sont les médecins qui s'expriment. Il y a deux des principaux syndicats de médecins libéraux qui sont dans une colère de médecins honnêtes et floués, parce que ils se heurtent à des blocages et des lenteurs pour ouvrir des centres de vaccination et pour avoir les vaccins. Donc là, il y a deux termes qui sonnent comme une espèce de mise en cause de la techno-bureaucratie, c'est blocage et lenteur. Blocage et lenteur. Et puis, la déclaration qui a été faite par l'un des syndicats, quand même, je voudrais la citer parce qu'elle est significative. La colère monte. On n'a pas les autorisations facilement, on n'a pas de dotation en vaccins, on doit tout négocier. Bon, et on a le président de notre syndicat, M. Ortiz, qui déclare, je le cite, je veux dire, c'est pas mon propos, c'est le sien. J'ai l'impression que l'administration, écoutez bien, est empêtrée dans sa lourdeur. Est empêtrée dans sa lourdeur. On utilise 1/6 des vaccins livrés par Pfizer, soit un peu moins de 250 000 personnes sur environ 1,5 million de doses reçues. Et il crie « débloquer tous ces flacons ». Là, on a tous les termes qui mettent en procès l'administration. Lourdeur, pesanteur, lenteur, blocage. La bureaucratie, quoi. On est complètement détruit par la techno-bureaucratie. Du temps de Courteline, du temps des ronds de cuir, il y avait la bureaucratie. Mais maintenant, on a réussi cet alliage diabolique de la techno-bureaucratie. Alors déjà, dans les années de guerre, moi je suis en train de lire, on parle toujours du bouquin qu'on lit, hein, le journal de Margerie, qui était chargé de faire la liaison entre le Quai d'Orsay et le président du Conseil, Paul Reynaud. À l'époque, on avait au Quai d'Orsay un dénommé Léger, qui en réalité était Saint John Perse, c'était le poète. Bon. Et de Margerie raconte que on va perdre la guerre à cause de l'administration, quoi. Il explique cette petite histoire significative qu'il aura fallu 1 an pour que les troupes qui étaient cantonnées à Mulhouse, dans le froid, puissent avoir des passe-montagnes. 1 an. Bon. Et pour lui, l'une des causes de la défaite, de cette terrible défaite, ça a été la pesanteur de la bureaucratie, quoi, l'absence de communication, la pesanteur, la lourdeur, les blocages, les détestations entre les personnes, les querelles d'ego, les jalousies, tout ce qu'on retrouve maintenant, quoi. Et oui, ça n'a pas servi de leçon. Qui risque de nous faire perdre la guerre contre le virus. Et pourtant, Macron avait promis de lutter contre la bureaucratie, il s'est présenté en chef de guerre. Non, mais en chef de guerre, c'est pas bête sans mettre en guerre, je veux dire, bon, faut être raisonnable, bon, la guerre, on est en train de la perdre, d'autant plus qu'on voit qu'on a dû faire appel à un cabinet privé. Bon, vous vous rendez compte, on en est, bon, entre autres, bon, voilà, bon, non, je trouve que vraiment, au lieu de dire à son ministre de la Santé, après l'avoir critiqué, de lui dire par un SMS « on les aura ces connards », bon, il ferait mieux de faire en sorte que l'on ait ce connard de virus, voilà. Et là encore, on retrouve un peu les sans-dents, voilà, une espèce de mépris de ce que j'appellerais maintenant le petit pouvoir, parce que c'est même plus un grand pouvoir, quoi. Ce petit pouvoir contre lequel on n'a pas mis en place les contre-pouvoirs. Je veux dire que l'enjeu politique de la présidentielle à venir, ça va être la création de contre-pouvoirs. De contre-pouvoirs dans tous les domaines. Ce pays, c'est le pays de l'absence de contre-pouvoirs. Pas de contre-pouvoir contre l'URSSAF, pas de contre-pouvoir contre les GAFA, pas de contre-pouvoir contre les décisions ministérielles, pas de contre-pouvoir contre l'absence de transparence dans cet univers de la transparence, bon, pas de contre-pouvoir contre le pantouflage, enfin bon. Il faut réaliser le rêve du philosophe Alain, créer des contre-pouvoirs. Or, je vois pas pour l'instant
le déploiement d'un programme de création de contre-pouvoirs, et je pense que nous, on devrait s'y atteler très rapidement. Bon, en attendant, les Français sont condamnés au métro, boulot, bobo. Et les libertés des Français s'amenuisent. Mais alors ça va très loin. Oui. C'est métro, boulot, dodo, sono. Vous savez pourquoi sono? Non, vous allez me le dire, oui. Ah ben voilà, sono, hein, métro, boulot, dodo, sono. Le groupe Essity, je ne sais pas si je prononce bien, hein, bon, mais 2500 employés en France quand même, c'est pas rien, hein, veut munir ses salariés, savez-vous de quoi? Non, vous allez le dire. D'un boîtier anti-rapprochement physique. C'est-à-dire que je me rapproche de vous, vous rapprochez de moi, oui. Normalement ça sonne. On recommence, ça sonne. Bon, vous vous rendez compte où on en est? C'est-à-dire que maintenant, on rétablit dans le contact des uns et des autres la crécelle du lépreux. C'est un monde, mais de dingue, quoi. Bon, de dingue. Alors, je sais pas si cette mesure sera adoptée un jour ou l'autre, mais si elle l'était, je vous dis pas les nuisances sonores. Hein. Oui. Et il n'y a pas que la distanciation sociale qui s'impose. Il y a aussi la distanciation, l'éviction sociale. Ah oui, à quel propos? À propos de l'affaire du Hamel. Ah oui, Finkielkraut qui se retrouve évincé de LCI. Oui, j'ai vu ça, oui. Alors, que les choses soient claires, bon, dans un premier temps, il condamne le comportement criminel d'Olivier Duhamel, et il a raison de le condamner, parce qu'il est condamnable juridiquement, moralement, éthiquement, à tous égards, quoi. Il n'y a pas de restriction possible. Et après, il tient des propos qui sont sidérants. Ouais, enfin, il pose la question du consentement. Oui, mais bon. Alors, si on enlève la première partie où il condamne et qu'on ne lit que la seconde partie où il cherche en philosophe, en intellectuel, à comprendre, à expliquer, c'est vomitif. Et Dieu sait pourtant que j'ai un immense respect pour Finkielkraut, peut-être le dernier philosophe à oser philosopher. Hein, c'est aussi un philosophe de plateau, mais aujourd'hui c'est l'agora. Hein. Si on n'y va pas, on n'a pas d'audience. Bon, mais je trouve quand même anormal qu'on lui ait pas accordé le droit au repentir. Alors que l'on me comprenne bien sur ce terme. En littérature, on appelle un repentir une correction. Sur un manuscrit, quand on corrige un mot, qu'on le remplace par un autre, qu'on essaye de clarifier sa pensée, qu'on essaye de la préciser, ça s'appelle un repentir. On aurait pu le réinviter pour qu'il puisse préciser sa pensée, corriger son texte. Et on ne l'a pas fait. Pujadas, quand même, lui a tendu la perche. Il a dit, on parle d'un enfant de 14 ans. Oui, mais il a bien fait, Pujadas. Et là, c'était le moment où il aurait pu faire le premier repentir scripturaire, hein, on est bien d'accord, hein. C'est pas un repentir moral, c'est une correction, une précision d'écriture. L'a-t-il entendu, l'a-t-il compris, je ne sais pas, mais je trouve malheureux qu'on lui ait pas donné le droit à un complément de précision. Voilà, je trouve que c'eût été du point de vue de la liberté d'expression nécessaire. S'il avait persisté, bon, ok, hein, déménagement immédiat. Mais cela étant, il a quand même commis une erreur sur le plan juridique. Ah, total, absolument. C'est une aberration juridique, parce que le consentement n'est pas possible. Donc, on est en présence d'un crime. Oui, et puis on parle d'inceste. Et d'un inceste qui est prévu par la loi. Bon, donc sa réflexion, si elle avait été précédée par une étude rapide du code pénal et des articles 227-25, je crois de mémoire, hein. C'est ça. Oui. Donc il y avait le papier sous les yeux. C'est ça. Oui, voilà. Oui. Il se serait tout de suite dit qu'il se trompait d'un point de vue juridique qui emporte aussi un point de vue moral. Cela étant, on a l'impression que la censure, elle est, comme vous aimez le dire, à géométrie variable. Parce que moi, je pense à Cohn-Bendit. Il a quand même dit des choses sur les plateaux de LCI, justement. Des propos, bon, qui sont peut-être un peu anciens, mais bon, sur la pédophilie. C'était pas sur le plateau de LCI, c'était dans l'émission de Bernard Pivot. Ah, bon. À l'époque, LCI n'existait pas. D'accord. Bon. Mais moi, je veux pas prendre
je suis tellement en conflit avec Cohn-Bendit que j'ai pas envie, alors qu'il n'est pas là pour me répondre, de le prendre à partie. Je trouve que c'est lâche. Moi, j'aime bien que les gens, quand je les attaque, soient en face de moi. Voilà. Donc, je ne dirai rien sur lui. Je vous laisse le soin de dire ce que vous avez dit, qui se suffit amplement. Conclusion, nul n'est à l'abri de la censure qui s'installe, et je pense à Trump. C'est vrai qu'on est quand même dans une période où il faut se répéter la phrase de Victor Hugo, hein, braves gens, prenez garde aux choses que vous dites, tout peut arriver d'un mot que vous perdîtes. Non, mais on a peur du mot. On a peur du mot parce que, à la faveur d'un mot, décontextualisé en plus, on peut se faire l'objet d'un véritable procès du tribunal judiciaire médiatique. Et ça paraît parfois difficile de s'en sortir en fonction de l'effacement du contexte. Voilà. L'affaire Trump, par exemple. Moi, je comprends tout à fait qu'on n'aime pas. Je le comprends tout à fait, d'autant plus que son verbe est parfois exaspérant, il faut le reconnaître. Mais on a quand même aussi, en démocratie, le droit de l'aimer. On a quand même le droit de voter Trump. On a l'impression que le procès est maintenant fait à un électorat qui aurait voté Trump. Bon, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Et la question de la censure qui est venue le frapper, son éviction de Twitter est tout à fait dangereuse. Du reste, le PDG l'a lui-même admis en disant que c'est un précédent, je le cite, qui lui semble dangereux. Mais puisque le précédent est dangereux, pourquoi avoir créé le danger ? Oui, on peut se demander d'ailleurs pourquoi il a fait ce mea culpa, parce que en fait les cours de la bourse avaient chuté après l'annonce de la situation des comptes. Il y aura des lendemains à l'affaire Trump. Il y aura des lendemains économiques, politiques, juridiques, parce que vous pensez bien que les chefs d'État se rendent compte que pendant tout le temps où il a eu le pouvoir, Trump, il pouvait tweeter. Et parfois tweeter des choses intweetables. Mais il était au pouvoir. Et 88 millions d'abonnés aussi. Et avec 88 millions d'abonnés, ce qui pose quand même une sacrée question. Alors on nous dit, vous comprenez, Twitter c'est un groupe privé, d'accord. Et quand on se permet, groupe privé, d'autorité, par le fait du prince, sans procès, sans échange de points de vue, sans explication requise, d'interrompre, de briser, de museler la communication entre un homme et 88 millions de personnes, c'est terrifiant du point de vue de la liberté d'expression. On interrompt la communication entre un homme et 88 millions de personnes, et ça n'offusque personne, ça ne dérange personne. Mais alors, les chefs d'État qui doivent se dire, tiens, Trump a été censuré, mais Erdogan l'est pas. Le guide de la révolution iranienne l'est pas. Lui qui veut qu'on jette les homosexuels en prison, qui fait aux femmes un traitement horrible et qui veut rayer de la carte Israël, lui il y est toujours. Donc ils se disent, quand on n'aura plus le pouvoir, si on veut nous fermer notre gueule, on le fera. Donc ça aura des lendemains. Moi je suis contre la censure. Sauf quand elle tombe sous le coup de la loi pénale. C'est tout. Et un organisme privé n'a pas le droit, quand il a cette puissance de transmission de la communication, il n'a pas le droit, sans le recours au juge, impartial, tiers désintéressé, comme disait Aristote, il n'a pas le droit de censurer, c'est pas possible, sinon on vire à la dictature privée et publique, parce qu'il y a quand même des interpénétrations d'intérêts, on peut nous raconter des histoires. En attendant, Parler a été aussi privé de plateforme. Heureusement, il nous reste encore quelques réseaux alternatifs. Telegram. Alors nous, pour respecter la pluralité des existences des réseaux sociaux, on est aussi allé sur Telegram. Donc vous pouvez, si le cœur vous en dit, nous rejoindre sur Telegram, puisqu'on y est. Et on vous y accueille, bien sûr, avec le plus grand plaisir. Amis ou ennemis. Bon. Alors, l'heure est venue de la question européenne qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit d'électricité. J'espère qu'on va pas avoir des coupures d'électricité. Voilà. Bon, donc, on en est à plusieurs reprises, ça a été signalé.
En l'occurrence, EDF doit-il se... Vous me direz, il y a si peu de lumière dans ce gouvernement que si on nous coupait le courant... Hein. Là, vous m'avez coupé la parole. Bon. C'est pas grave, excusez-moi. Alors, EDF doit-il se suicider à la demande de Bruxelles? Ça n'est pas moi qui pose la question, mais Dominique Finon, qui est directeur de recherche au CNRS. Alors, c'est ce que veut l'Union européenne. Et il a raison de poser la question. Bon. C'est un dossier explosif pour la tribune. Et Madame Pompili a dit, nous n'allons pas dépecer EDF. Bruno Le Maire, le 12 janvier, a dit, EDF vend dans le mur et a besoin de se transformer, démentant toute volonté de démantèlement. Bon, mais on y va tout droit, tout droit. Et s'ils font comme Alstom, s'ils font comme pour Alstom, on est mal engagé, hein. On est mal engagé. Bruxelles ne transigera pas. Et on va perdre une certaine indépendance énergétique qui est quand même une garantie de fourniture d'électricité pour la France. Hein. Alors moi je crois qu'il ne faut pas sacrifier notre électricien qui perd déjà 1 million de clients par an, selon BFM. Bon. Alors c'est vrai que EDF n'a pas été parfait. Quand vraiment, parfois on se demande comment ils traitaient les clients hein, quand ils étaient en situation de monopole. Mais aujourd'hui, il est temps, moi je pense... selon Dominique Finon, hein, il est temps que l'État stratège reprenne le pas sur l'État régulateur, qui doit plier les chines devant les règles européennes, et sur l'État actionnaire, obligé de se soumettre aux conceptions, dit-il, de la finance en affaiblissant systématiquement la France vis-à-vis de Bruxelles. Voilà. Et ça, c'est vrai. Et là encore, nous citons des personnes qui sont pas de chez nous, quoi. Là, je viens de citer un directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur associé à la chaire de l'européenne électricité marché, hein, qui donc est parfaitement au courant. Bon, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Vous avez bien raison. Bon, du reste, rejoignez-nous si vous voulez être au courant, hein, puisque on vous dit des choses qu'on vous dira pas ailleurs. Allez, bonne semaine. À la semaine prochaine, hein, si Dieu le veut. Au revoir. Et super. si la Covid le veut. Et si le gouvernement le veut.